La Snyder Cut par-ci, Zack Snyder's Justice League par-là. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Et puis Justice League, c'était pas le film plutôt nul déjà sorti en 2017? Eh bien si, mais alors pourquoi ressortir un film qui est déjà sorti? Et pourquoi en parler avec tant de passion? Pour bien comprendre les raisons de tous les débats qui durent depuis 3 ans et demi maintenant, et vous faire comprendre comment une énorme communauté, dont je fais partie, ont levé la voix pour que le film existe aujourd'hui, j'aimerais vous replonger dans le contexte de la production de Justice League. Et pour ça, il faut remonter près de 10 ans en arrière. Tout commence réellement le 21 juillet 2012. Ce jour-là, je naviguais tranquillement sur internet quand le teaser du reboot tant attendu de Superman Man of Steel est tombé. Tu dois décider quel genre d'homme tu veux devenir. Celui que cet homme sera, bon ou mauvais, changera le monde. Un teaser à l'atmosphère folle et au ton complètement décalé de ce que nous avions connu jusqu'ici pour une adaptation de Superman. En dehors de la magnifique musique de Howard Shore et de la photographie extrêmement terre-à-terre du teaser, 2 détails m'avaient alors énormément intrigué. Les noms de Christopher Nolan, en tant que producteur et scénariste du film, et celui du réalisateur Zack Snyder. Il faut dire qu'à l'époque, Nolan allait clore 4 jours plus tard avec brio sa trilogie du Chevalier Noir, avec The Dark Knight Rises. Et Snyder, lui, avait déjà mis en boîte des films comme 300 ou encore l'inadaptable Watchmen. Juste avec ces 2 noms, j'ai vite compris que le film n'allait pas être un simple film de super-héros, mais une vraie proposition. Que résultera le fruit du travail d'un gars qui a réussi à mettre tout le monde d'accord sur un film du genre super-héroïque avec The Dark Knight, et le type qui divise absolument tout le monde avec ses thématiques mythologiques et au style visuel extrêmement marqué et inspiré des plus grands artistes baroques. Eh bien, j'ai personnellement eu ma réponse 1 an plus tard, en juin 2013. Je m'étais pris une véritable claque, et j'en demandais. Man of Steel a été une bouffée d'air au milieu de tous les films de super-héros qui sortaient. Suivre un Clark Kent à la recherche de son identité et qui redoute de révéler au monde ce qu'il est vraiment, tout en ayant à faire le choix entre les siens ou l'humanité. Voilà un film avec de vraies thématiques. Et puis Henry Cavill, l'acteur choisi pour incarner Superman, était génial. Alors bien évidemment, Snyder oblige, le film a divisé, mais a tout de même réussi à être un succès au box-office, engrangeant pas moins de 668 millions de dollars, rassurant Kevin Tsuchihara, qu'on appellera plus simplement Kevin, le PDG de Warner Media, détenteur unique de DC Comics, a donné son feu vert pour commencer l'univers étendu DC Comics au cinéma, aussi appelé DC Extended Universe, que l'on nommera DCEU, avec pas moins de 8 films annoncés jusqu'en 2020, dont des projets comme Suicide Squad, Wonder Woman, The Flash, Cyborg, un reboot de Green Lantern, Justice League Partie 1 et 2 et une suite directe à Man of Steel. Et avec comme Zack Snyder comme grand architecte de cet univers, l'intention était claire, proposer une vraie alternative au Marvel Cinematic Universe. Donc la suite à Man of Steel est de suite mise en chantier. Et cette suite justement, annoncée à la Comic Con 2013 par Zack Snyder himself, un peu plus d'1 mois seulement après la sortie de Man of Steel, et je pense que cette suite, personne ne s'y attendait. Wow. What? What? Dieu contre l'homme, le jour contre la nuit, Batman v Superman. Annoncé pour 2015 dans un premier temps et puis repoussé pour 2016, nous allions assister pour la première fois de l'histoire à la rencontre des 2 super-héros les plus connus dans un seul et même film. Et même si l'époque était propice à la réunion de nos héros favoris, voir ces 2-là réunis dépassait à mes yeux les plus gros projets que le MCU pouvait m'offrir. Toujours produit par Nolan et réalisé par Snyder, l'attente était énorme. Chaque annonce, chaque photo de tournage, tout. Je m'abreuvais de tout ce que je pouvais trouver sur le film. Et que ne fut pas ma surprise lorsque j'ai appris que Ben Affleck, que j'apprécie particulièrement, allait endosser la cape du Chevalier Noir. Une annonce qui d'ailleurs fera couler énormément d'encre sur les réseaux sociaux. Et de l'encre, je peux vous assurer que Batman Superman va en faire couler des tonnes.
Les mois et les années défilent et chaque sortie médiatique sur le film commence à faire douter sur la réelle intention de la Warner Bros. Car si le projet de Batman et Superman a vu le jour, c'est surtout pour permettre à la Warner de rattraper leur gros retard sur Disney Marvel qui avait déjà sorti 10 films de leur univers et qui en 2015 allait sortir le second Avengers, l'Âge d'Ultron. De ce fait, on apprend donc d'abord que le film tant attendu Justice League, toujours réalisé par Zack Snyder, sortirait en novembre 2017, soit un peu plus d'un an seulement après Batman et Superman, alors même que l'univers du DCEU sera exploré que par 2 autres films seulement, Suicide Squad en août 2016 qui aura comme lien unique avec Justice League une scène post-générique, et Wonder Woman en été 2017. Car comme si la mission de faire vivre à l'écran Superman et Batman n'était pas si difficile comme ça, Zack Snyder devait aussi, en un seul film, annoncer les enjeux du prochain Justice League et dévoiler son univers étendu. Mais aussi présenter au public les personnages de Wonder Woman, Aquaman, Flash et Cyborg joués par Ray Fisher. Et si je le cite, c'est que le monsieur sera un protagoniste important des événements qui vont suivre. Donc on est bien loin de la stratégie de Marvel qui avait sorti un film pour chaque membre des Avengers, voire 2 pour Iron Man, avant justement Avengers. Mais il faut dire que Tonton Snyder, il lui en faut plus pour le décourager. Et ce, même si la Warner lui demande de couper plus de 30 minutes de film du montage final pour une durée de 2h30, de quoi pouvoir avoir plus de séances, donc plus de profit. C'est pas comme si le record mondial au box-office était Avengers Endgame qui dure 3 heures, mais bon, passons. Donc malgré un énorme cahier des charges, des polémiques sur Ben Affleck ou encore l'actrice choisie pour le rôle de Wonder Woman, Gal Gadot, un montage loin d'être celui que Snyder voulait, Batman v Superman sort. Et si vous pensez que la production du film était un énorme bordel, eh bien accrochez-vous, c'est loin d'être fini. Car à peine le film sorti, il s'est fait défoncer par absolument tout le monde, aussi bien par la presse que les spectateurs. Batman v Superman était le pire film de super-héros, voire l'un des pires films jamais faits. Seuls les films comme Elektra, les 2 Ghost Rider et le reboot des 4 Fantastiques de 2015 ont été aussi mal notés sur des sites comme Rotten Tomatoes, un site qui compile des centaines de notes de journalistes professionnels à travers le monde. 28% fresh, that's just rude. Mais personnellement, à la sortie de la salle, je venais de voir l'un des meilleurs films de super-héros, le meilleur Batman au cinéma et des images qui resteront à jamais gravées dans ma rétine. Et malgré toutes les critiques reçues, le film a tout de même réussi à mettre en place les bases de son univers étendu par le biais d'une incroyable scène de cauchemar de Bruce Wayne appelée Nightmare, et il a réussi avec talent à respecter l'énorme cahier des charges imposé. Mais avec le recul, je peux comprendre certaines critiques. Toute la com du film promettait un duel de 2 heures entre Batman et Superman. Au lieu de ça, nous avons eu une histoire qui tourne autour d'un Bruce Wayne hanté, endeuillé, fatigué par des années de combat presque futiles à Gotham, qui voit un Superman la menace ultime pour l'humanité et qui se donne pour mission presque comme un barreau d'honneur de l'éliminer. Et face à lui, un Superman perdu, ne sachant pas quelle est sa place dans ce monde, malgré qu'il ait choisi l'humanité au détriment de son peuple dans le film précédent, et se voit toujours discriminé par ses origines extraterrestres et ses pouvoirs divins. Le tout manipulé par un homme traumatisé dès son enfance qui réalise que tant de pouvoirs ne pouvaient pas être innocents. Saupoudrez le film d'intrigues politiques et de complots et vous obtenez une œuvre rejetée par la majorité du grand public. En plus de ça, le montage cinéma étant peu fluide, le scénario trop dense en informations, le film devait faire trop de choses pour un seul et même long métrage. Mais ironiquement, ces problèmes seront corrigés quelques mois plus tard lors de la sortie Blu-ray du film en version Ultimate, la version en gros Director Cut de Zack Snyder, rajoutant les 30 minutes coupées précédemment de la version cinéma, et qui a plus ou moins mis tout le monde d'accord. Finalement, la grande critique du film, c'était qu'il était trop sérieux, trop sombre, trop complexe et pas assez drôle et fun, pas assez dans le style Marvel en soi. Et oui, le grand public voulait voir des personnages ordinaires à qui le destin leur donne des pouvoirs extraordinaires et qui leur permettent ainsi de sortir de la dure réalité de la vie. Pas voir des demi-dieux de nature extraordinaire s'efforçant à juste être des humains ordinaires et pour qui leur pouvoir est en plus une malédiction, voire un obstacle à leur acceptation. Et ça, je peux vous assurer que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, car malgré des débuts records au box-office, le film échouera à atteindre le milliard de dollars de recettes, ce même milliard que les productions Marvel avaient déjà dépassé par 3 fois. Avec près de 880 millions de dollars de recettes, le film est tout de même un succès, mais la Warner ne le voyait pas du même œil, et prendra des décisions radicales pour les futurs films de son univers. Car au lieu de continuer à proposer une alternative au film du MCU, la Warner va entreprendre une vaste opération de changement de ton de leur prochain film. Et si les gens veulent du fun, ils auront du fun. Et pour ce faire, la Warner créera la filiale DC Films, dédiée à la production des films du DCEU, et placera à sa tête Geoff Johns, scénariste reconnu de comics, et John Berg, un producteur hollywoodien. Et leur première victime sera Suicide Squad de David Ayer. I'm just gonna hurt you. Really, really bad. C'est simple, le film sortant à peine 4 mois après Batman Superman, il fallait tout changer.
Et oui, car comme Snyder, David Ayer est un gars qui aime écrire des histoires assez sombres. Du coup, effectivement, son Suicide Squad, un film où l'on suit des criminels envoyés par le gouvernement faire des missions suicides, et qui se font littéralement exploser la tête par un explosif qu'on leur a implanté s'ils essayent de s'enfuir, allait être plutôt dark. Et vous avez juste à regarder le tout premier trailer du film pour vous en rendre compte. Alors déjà que le film a dû se faire extrêmement rapidement pour sortir en été 2016, pour vous illustrer, Ayer a eu 6 semaines pour écrire le script et moins de 2 ans pour boucler entièrement le film, ce qui est très peu, croyez-moi. La communication du film a complètement changé de ton pour vendre une œuvre fun, déjantée et drôle, à base d'affiches multicolores, mais surtout de bonnes annonces rythmées par Bohemian Rhapsody. Et je peux vous dire que le grand public a adoré ces bonnes annonces. Il n'en fallait pas moins à la Warner qui finit par limoger John Gilroy, le premier monteur du film, pour décider d'engager la société Trailer Park derrière justement cette bonne annonce pour refaire l'entièreté du montage du film. Dommage collatéral du nouveau montage, l'acteur oscarisé Jared Leto, interprète du Joker, qui finit par avoir à peine 10 minutes de temps à l'écran, prend même avant la sortie du film ses distances avec Suicide Squad, tout en affirmant son soutien à la version de David Ayer qui, déjà, n'étant plus maître de son propre film, se fera retirer le financement de son prochain long métrage par la Warner. Sympa Kevin. Donc le film sort et c'est évidemment une catastrophe. Car autant Batman et Superman ne méritait pas le 10e des critiques qu'on lui portait, autant Suicide Squad, tout le monde est d'accord pour dire que c'est très mauvais. Le montage ne ressemble à rien, la quantité de musique populaire est à gerber, les personnages sont mal exploités, bref, le film est complètement charcuté. Seule Viola Davis, Margot Robbie et Ben Affleck qui fait coucou marquent des points. Bref, un ratage total mais un engouement inattendu qui fera de Suicide Squad un succès, engrangeant pas moins de 745 millions de dollars, de quoi conforter la Warner à continuer dans cette direction. Bon, le moment est venu de parler de Justice League. Shall we? Car oui, le film doit sortir dans une petite année, et lors de la sortie de Batman v Superman en mars 2016 et Suicide Squad en août de la même année, le tournage du long métrage bat son plein. Et comme vous pouvez vous en douter, les problèmes liés aux critiques de Batman v Superman ont directement impacté le bon déroulement de la production du film. Les producteurs ayant perdu confiance en la vision de Snyder, des rumeurs commencent à sortir comme quoi le réalisateur aurait été renvoyé, mais évidemment cela ne s'est pas produit. Ce qui s'est produit par contre, c'est l'implication directe de Geoff Johns et de Jon Berg durant le tournage du film. L'idée était claire, au moins un des deux hommes devait être présent tous les jours sur le plateau de tournage. Tout cela pour surveiller Snyder et faire en sorte que les idées du studio, comme rajouter de l'humour et que le ton de l'histoire soit plus léger, soient bien incorporées dans le film. De l'aveu de Snyder lui-même, tout ce cirque ne l'a pas vraiment dérangé, voyant que la présence des deux hommes et leurs idées n'étaient pas, à ce moment-là, trop menaçantes. Mais il faut dire que la pression elle était énorme, car Warner Bros, désireux de franchir le $1 milliard avec le film, refusa la plupart des premiers montages que Snyder leur présentait. La condition de notre cher Kevin était claire, le film devait durer 2 heures et pas plus. Et tout cela releva le problème principal de cette condition. Comment Snyder était censé présenter 6 personnages, une menace extraterrestre et un enjeu de domination mondiale en seulement 2 heures. Et bien pour ce faire, Jon Berg engagea le réalisateur et scénariste Joss Whedon, que le producteur avait d'ailleurs déjà engagé pour faire un futur film Bad Girl. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Whedon, c'est tout simplement le créateur de la série à succès Buffy contre les vampires ou encore Firefly. Mais le type est surtout connu pour avoir écrit et réalisé les 2 premières Avengers pour le compte de Marvel Studios. Un renfort de choix en quelque sorte, et c'est plus ou moins ce que pensait Snyder. Si Whedon pouvait écrire quelques scènes qui pouvaient être sympas en plus d'apporter son expérience, cela aurait alors pu être que positif pour le film. Mais évidemment, tout cela ne s'est pas passé comme ça. Il était devenu clair que Warner Bros donnait de plus en plus de pouvoir à Whedon, qui n'était plus juste impliqué dans certaines réécritures de scènes, mais qui carrément réalisera lui-même certaines séquences du film. Et le pire dans tout cela, c'est que Snyder et Whedon n'avaient partagé qu'une seule conversation à propos du film. Alors de plus en plus sous pression, Snyder tient, et se bat pour que sa vision qu'il a mis en place depuis Man of Steel reste. Seulement voilà, Autumn Snyder, la fille de Zack Snyder, se donne la mort en mars 2017, après une longue lutte contre sa dépression, à l'âge de seulement 20 ans. À ce moment-là, Zack et Deborah Snyder, également impliqués dans la production de tous les films de son mari, ont essayé pendant un certain temps de trouver du réconfort en terminant Justice League. Mais clairement, leur relation avec la Warner continue à empirer. Finalement, après 2 longs mois, toujours sous le choc de la mort de leur fille, et trouvant plus d'angoisse que de réconfort, le couple décide de quitter la production et de démissionner. Officiellement, la Warner déclara que les Snyder quittaient le film en raison de leur tragédie familiale et que Zack Snyder avait choisi Joss Whedon pour terminer le film à sa place. Évidemment, seulement la moitié de cette déclaration était vraie.
Mais ça, personne ne le savait encore. Je vous avoue qu'à ce moment-là, le doute sur la qualité du film était permis. Je me souviens être extrêmement triste après cette annonce, mais j'essayais de rester enthousiaste, après tout, Zack avait confiance en Whedon. Et les premières bonnes annonces sorties avant le drame étaient du Snyder tout craché. En plus de ça, en juin 2017, le film Wonder Woman, mis en scène par Patty Jenkins, la réalisatrice du très bon Monster, avec toujours Gal Gadot dans le rôle principal, sort, est un grand succès critique mais aussi commercial avec pas moins de 820 millions de dollars au box-office. Un film que j'ai personnellement vraiment apprécié et qui en plus a pris la peine de respecter l'univers et l'identité visuelle de Zack Snyder. Donc les mois défilaient et entre temps il y avait eu des annonces comme quoi les reshoots du film seraient conséquents mais ne devraient pas changer la nature profonde du film. Juste de simples réajustements et de nouveaux dialogues par-ci par-là, le tout sous la direction de Whedon. Sachez tout d'abord que les reshoots sont normales dans le processus créatif d'un film. Ils servent souvent à réajuster certains points de scénario et à faire correspondre des choses qui parfois au montage ne fonctionnent pas. Bref, la seule véritable crainte c'était le retour de Henry Cavill pour jouer Superman, car étant lui-même en attente d'éventuels reshoots justement pour Mission Impossible Fallout, dans lequel il joue, il ne pouvait pas raser la superbe moustache que son personnage aborde dans le film. Mais bon, à ce moment-là, personne ne pensait que les nouvelles prises de vue pour Superman seraient finalement aussi conséquentes, pas même l'acteur, et puis après tout, la technologie peut bien enlever une satanée moustache sur le visage d'un type, non ? Mais la réalité commençait à montrer le bout de son nez. Une nouvelle bande-annonce cette fois-ci avec des images des reshoots de Whedon sort en juillet 2017. La première chose qui se fera remarquer, c'est le look de Steppenwolf, antagoniste principal de Justice League, qui change radicalement de celui que nous avons pu apercevoir dans Batman v Superman, moins effrayant, moins guerrier et complètement humanisé. La seconde, c'est la colorimétrie du film. Beaucoup plus éclatante, moins contrastée, et même des lieux changent carrément de couleur entre la première bonne annonce supervisée par Snyder et cette nouvelle. Nous apprenions aussi que le compositeur Junkie XL, qui avait travaillé avec Hans Zimmer sur Man of Steel et Batman v Superman, et qui devait s'occuper seul cette fois-ci de Justice League, a été remplacé au profit de Danny Elfman à la demande de Whedon. Elfman, qui avait déjà composé des musiques de films comme Spider-Man, Batman, des films de Burton en général et Avengers 2 entre autres, a tout simplement annoncé que les thèmes de Batman et Superman seront les originaux de John Williams et les siens, et non pas ceux des deux précédents films, car aucune autre musique ne peut arriver à leur cheville. Sympa pour Hans Zimmer et Junkie XL, mais surtout sympa pour les fans et la continuité de l'univers qui jusqu'ici avait respecté les thèmes des différents super-héros. Et alors que la communication autour du film bat son plein, avec de nouveaux trailers, des déclarations de tout genre, des acteurs qui essayent de jouer le jeu pour faire la promo du long métrage, et surtout l'annonce comme quoi le film devait durer 2 heures, les fans dont je fais partie encore aujourd'hui commençaient à vraiment avoir de gros doutes. Et avant de parler des conséquences sur le résultat final, je pense que c'est le meilleur moment pour parler d'une partie importante de la production du film. Et pour cela, nous allons faire un petit bond dans le temps, en été 2020. Ray Fisher, alors connu pour jouer Cyborg dans Justice League et grand défenseur de la vision de Snyder, secoue internet quand il déclare à de nombreuses reprises que Joss Whedon a eu un comportement toxique sur le plateau de Justice League. En plus de ça, refusant toute remarque sur la réécriture du personnage joué par Ray Fisher, qui devait, de l'aveu de Snyder, être le cœur du film, Cyborg était tout simplement devenu un personnage secondaire et complètement oubliable du nouveau script. Whedon lui demandant même de jouer le rôle comme, je cite, Quasimodo. D'ailleurs, Fisher fera remarquer que tous les personnages noirs du film, à l'exception de Cyborg et de son père, ont été supprimés de l'intrigue et tout cela soutenu par Geoff Johns et John Byrne. Fisher a été aussi témoin de nombreuses choses extrêmement déplacées de la part de Whedon, mais qui ne veut pas détailler car ne voulant pas parler à la place des personnes qui les ont subies. Bref, après ces accusations, il sera même soutenu par l'équipe de Buffy et surtout l'actrice Charisma Carpenter, qui témoignera que Whedon abusait de son pouvoir à de nombreuses reprises sur le tournage de Buffy et d'Angel, en créant un environnement de travail toxique et hostile. Aimant dresser les gens les uns contre les autres et en les dénigrant publiquement, mais aussi et surtout un événement qui marquera le point de non-retour entre l'actrice et Whedon. Carpenter qui était tombée enceinte, Whedon lui avait demandé si elle comptait garder l'enfant, il a traité de grosse sur le plateau et finit finalement par la virer sans ménagement juste après son accouchement. Classe. Bref, un soutien de poids à Fisher qui ne cessera de pointer les coupables qui ont soutenu les agissements de Whedon. Des accusations qui décideront Warner Media à lancer une enquête interne, une enquête qui aboutira par l'éviction de Whedon de sa nouvelle série The Nevers. On peut d'ailleurs constater que Whedon n'est aujourd'hui plus du tout impliqué dans quelconque projet audiovisuel. À côté de ça, John Berg et Geoff Johns, que Fisher a accusé d'avoir soutenu Whedon, seront eux aussi sanctionnés sans avoir vraiment d'informations sur celle-ci. Mais Fisher ne voulait certainement pas s'arrêter là. Car comme on pourra le voir plus tard, le producteur Walter Hamada, qui deviendra le seul à la tête de DC Films après la sortie de Justice League, sera accusé par Fisher d'avoir été au courant de tous les agissements de Whedon et compagnie, et d'avoir tenté de falsifier l'enquête interne que la Warner mettait au point. Par la suite, Fisher refusa de reprendre son rôle de Cyborg tant que Hamada sera à la tête de DC Films. Et pas de chance, encore aujourd'hui, Hamada est toujours à sa tête, ce qui aura pour conséquence la suppression du personnage de Cyborg du futur film The Flash attendu pour 2022.
Mais d'après Ray Fisher, pas de regret tant qu'il reste honnête avec lui-même. C'est un type qui a des couilles. Bref, après avoir entendu tout ça, on comprend mieux pourquoi Gal Gadot, qui incarne Wonder Woman, a refusé de jouer certaines scènes des reshoots, comme celle-ci par exemple. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle quelque chose. Ah oui. Bon, revenons quelques années plus tôt. Nous sommes le 17 novembre 2017, le film sort, et comme je m'y attendais, sans être une véritable catastrophe, il finit par être complètement oubliable, sans intérêt, à l'image de sa musique d'ailleurs, et dessert tout ce que Batman v Superman avait apporté à l'univers. On était très loin de ce que Snyder avait l'habitude de nous offrir jusqu'ici, on sentait un film hybride avec parfois d'excellentes idées de mise en scène, et d'un coup tout le contraire. Les scènes rajoutées se ressentaient grandement, les blagues du film tombaient à l'eau, et n'étaient jamais pertinentes. Dis-moi comment c'est de revenir. Ça gratte. Certains plans n'étaient clairement pas innocents, et le fait que le film durait uniquement 2 heures le pénalisait complètement. Et vous vous souvenez des grandes thématiques des films précédents et les visuels qui vous crèvent la rétine? Eh bien dites adieu à tout ça, hein. Pour que vous puissiez bien comprendre à quoi ressemble le film et la rage que j'avais en le regardant, voici des images que Whedon et la Warner ont massacrées volontairement, j'insiste bien, pour la version finale du film. Voilà, j'appelle ça personnellement du sabotage. Dites-vous bien que Deborah Snyder et Christopher Nolan, qui avaient été conviés à une projection privée du long métrage, ont simplement conseillé à Snyder de ne jamais voir ce film au risque de lui briser le cœur. Mais rien d'étonnant finalement à tout ça, car on apprendra bien plus tard que Whedon a réécrit environ les 3/4 du film et que certains cadres du studio savaient que ces réécritures étaient, je cite, merdiques. Et vous vous souvenez de la moustache de Henry Cavill? Eh bien la suppression numérique a été une catastrophe. Et le pire c'est qu'il n'y avait pas une seule scène avec Superman sans cette retouche numérique, à croire qu'aucun plan original de Snyder n'avait été utilisé. Et si je dis ça, c'est parce que c'est clairement ce que nous pensions tous, ou presque, à ce moment-là. Car effectivement, lorsque Snyder est parti de la production de Justice League, il avait tourné absolument toutes les scènes de sa version à lui. Alors certes, les images étaient brutes, en noir et blanc et sans effets spéciaux, mais tout était là. Donc, dès le 20 novembre 2017, seulement 3 petits jours après la sortie de Justice League, les fans se sentant trahis par le film et demandant justice pour les Snyders ont lancé une pétition sur internet pour que Zack Snyder puisse sortir sa version du long métrage avec le retour de Junkie XL à la musique. Une pétition que j'ai bien évidemment signée, enregistrant près de 200 000 signatures, mais qui n'avait bien évidemment pas été entendue par la Warner. Enfin, pas de suite. Car seulement 2 jours plus tard, alors que le film dégringolait dans les charts du box-office, Jason Momoa, aka Aquaman, et Fabian Wagner, désolé si j'écorche ton nom, le directeur de la photo du film, ont rajouté un peu d'huile sur le feu en affirmant qu'énormément de scènes du tournage principal du film ne se trouvaient simplement plus dans la version finale, comme une longue séquence à Atlantis par exemple, et que chacun espérait voir sortir la version Director Cuts un jour. De quoi faire grandir la passion des fans pour la vision de Snyder. Une passion qui deviendra un véritable mouvement en réunissant les fans autour d'un hashtag, le fameux Release the Snyder Cut. Un hashtag qui amusera beaucoup Zack Snyder et qui ne manquera pas de se rendre accessible auprès des gens pour partager sur le réseau social Vero certains clichés exclusifs d'images ou de storyboards originaux de Justice League, de quoi continuer à alimenter le mouvement. Bref, quelques temps après la sortie du film, qui aura été un véritable échec au box-office, engendrant seulement 657 millions de dollars, c'est-à-dire 11 millions de moins que Man of Steel. Un véritable échec qui fera bouger les choses dans les rangs de DC Films. Donc au revoir Geoff Johns et John Berg et bonjour Walter Hamada.
Walter Hamada, plutôt connu pour produire des films d'horreur à maigre budget comme Conjuring, Annabelle ou encore Ça. On apprend à la foulée d'ailleurs que Whedon abandonne le film Bad Girl sur lequel il travaillait prétextant qu'il n'avait pas d'histoire. Bref, un changement de tête qui brillera par son incompétence à donner par exemple son feu vert à certains projets, à l'image du refus de faire le film Deathstroke, un film centré sur le personnage présenté à la toute fin de Justice League et adoré par les fans de comics, qui devait coûter seulement une petite quarantaine de millions de dollars. Mais c'est avec le film Joker de 2019 qu'il montrera son incompétence à flairer les bons coups. Lui qui a tout fait pour tuer dans l'œuf le projet en donnant un budget de seulement 55 millions de dollars à Todd Phillips, le réalisateur du film, pensant que ce dernier refuserait de faire le film avec si peu. Mais heureusement pour nous tous, il a accepté et Joker a finalement apporté plus d'1 milliard de dollars au box-office et offrant l'Oscar à Joaquin Phoenix pour son rôle du Joker. Voilà. Bravo Walter. Bref, en plus de ça, il confirme bel et bien vouloir s'écarter de la vision de Snyder pour les futurs films du DCEU. Malgré tout, Nate Daly, le gars qui a supervisé les projections test de Justice League et surtout Aquaman, sorti fin 2018 et réalisé par James Wan, a déclaré dans un podcast que Wan avait été aidé par Snyder. Le réalisateur voulant s'éloigner de la vision de Whedon pour Aquaman car, je cite, il ne voulait pas d'un Aquaman qui cajole sans cesse Mera et qui fait des blagues salaces par exemple. Toi, t'es canon. Wan ira jusqu'à montrer des montages du film et des storyboards à Snyder contre la volonté du studio, pour être sûr de s'aligner avec sa vision du personnage et non pas celle de Whedon. Bref, les années passent, mais le mouvement Release the Snyder Cut reste lui toujours aussi fort. Mais comme tout grand mouvement, même pacifique, et pour des raisons qui m'échappent encore, il existe des groupes de personnes contre la Snyder Cut. Que ce soit des grands noms de la presse qui affirment que la Snyder Cut n'existe pas et qu'elle ne verra jamais le jour, ou tout simplement des groupes sur des réseaux sociaux qui sont complètement contre la Snyder Cut et même parfois Snyder lui-même. Won't release a cut of Justice League that never existed in the first place. This will be the last time ever that we talk about the Snyder Cut. It is no joke. It is right on the money. It never existed. No, it's exactly what I've been telling people too. Look, the people that think that a Snyder Cut exists are just woefully ignorant to how movie productions work. The hundreds of thousands of people who are demanding the Snyder Cut, it doesn't exist. I know enough of what's going on behind the scenes to know that, guys, there's no Snyder Cut. It's impossible to put together. There you go. It just doesn't exist. But why does anyone care about the Snyder Cut still? It's like, who cares? It's over. It does not. I'm going to tell you right now, it does not. Bref, c'était comme si critiquer Snyder et la Snyder Cut était devenu un sport international. Mais rien n'y fait, les fans ne lâchent pas et vont continuer à militer. Et pour ce faire, les principaux acteurs du mouvement vont aller jusqu'à louer des panneaux d'affichage à Times Square à New York, des avions arborant une bannière à l'effigie du hashtag, volant juste au-dessus des studios de la Warner, ou même des panneaux publicitaires dans des stades de foot. Tout était bon pour afficher son soutien à Zack Snyder. Mais si on doit retenir une seule chose que ce mouvement a pu faire, c'est la collecte de fonds via des sites de financement participatif dans le but de les reverser à la Fondation américaine pour la prévention du suicide. Tout ça à la mémoire de Autumn Snyder. La méthode était simple, vous achetiez un vêtement à l'effigie de Snyder Cut et l'argent récolté allait à la fondation. Grâce à ça, l'association a pu récolter plus d'1 demi-million d'euros à l'heure où je vous parle. Je vous mets le lien en description, promis. L'engouement était énorme et l'année 2019 fut marquée par de nombreux événements qui resteront gravés dans l'histoire de la Snyder Cut. Pour commencer, une annonce comme quoi notre cher Kevin, PDG de Warner Media, quitte son poste après qu'il aurait été impliqué dans une relation avec une jeune actrice en échange d'audition, bref, pas une mauvaise nouvelle en soi vu sa gestion des films de DC. Toujours dans la même période, la Warner annonce le déploiement prochain de leur propre plateforme de streaming appelée HBO Max. Oui, HBO appartient à la Warner. Une plateforme avec tout le contenu de la Warner mais aussi de futures exclusivités. Une annonce qui donne de l'espoir aux fans qui voient en cette future plateforme le moyen idéal de diffuser la Snyder Cut. En parallèle de ça, et tout le long de cette année, Snyder continuera à partager des informations sur sa version du film, avec en l'occurrence l'apparition du grand antagoniste de l'univers DC Comics, Darkseid, un Superman avec son costume noir, ou encore l'apparition de Martian Manhunter, un héros très connu des fans de DC, dans les storyboards de plans absents du film de 2017.
En août de la même année, Jason Momoa, fervent allié de Zack, dévoile qu'il a vu la Snyder Cut et que le film est incroyable malgré que les effets spéciaux ne soient pas terminés. En somme, le mouvement autour de la Snyder Cut ne finissait pas de grandir et se fera réellement connaître ce fameux jour du 17 novembre 2019, jour où Gal Gadot, Ben Affleck, Jason Momoa, Ray Fisher et Snyder lui-même, pour ne citer que, ont levé la voix ensemble avec les fans en postant sur leurs réseaux sociaux respectifs le hashtag Release the Snyder Cut. Et malgré cela, la Warner continuait à rester silencieux, mais cela ne les empêchait pas de dépêcher leurs sources internes pour minimiser la Snyder Cut par l'intermédiaire d'Hollywood Reporter, continuant à prétexter que la Snyder Cut ne pouvait pas sortir puisque, de toute façon, elle n'existe pas. Sûrement fatigué par tous ces articles de presse, Zack Snyder dévoile le 4 décembre 2019 une photo d'un conteneur à bobine de pellicule marqué d'une étiquette Justice League Director Cut 214 minutes, affirmant que oui, la Snyder Cut existe bel et bien. Face au fait, Toby Emmerich, président de Warner Pictures Group, une autre filiale de Warner Bros et de Warner Media, un gros bonnet en soi, appelle Snyder pour lui proposer un deal. Sortir la Snyder Cut sur HBO Max avec les images brutes, c'est-à-dire sans avoir à faire la post-production. Snyder, n'ayant pas une grande confiance face à la motivation soudaine de la Warner de bien vouloir sortir sa version, leur répondra non, tout en précisant 3 raisons. Je cite, « Vous vous débarrasserez des critiques du mouvement Release the Snyder Cut, ce qui est probablement votre principale raison de vouloir faire cela. Vous voulez redorer votre blason en sortant le film, et surtout, vous aurez sorti une version du film sans effets spéciaux et un peu merdique, presque pour pouvoir dire aux gens, vous voyez, c'est pas si bien que ça finalement, on avait raison. » Snyder, après avoir rembarré Emmerich, propose alors une autre offre. La Warner devra poser environ 70 millions de dollars sur la table pour pouvoir finir entièrement la post-production du film, et cette fois-ci, Snyder veut un contrôle créatif total sur le contenu du film, et en échange de cela, HBO Max recevra un contenu exclusif extrêmement attendu de 4 heures, et lui renoncera à tout paiement pour ses services. Une offre que la Warner finit par accepter. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Et donc, alléluia. Zack et Deborah Snyder, accompagnés de Henry Cavill aka Superman, annoncent officiellement que l'Arlésienne, le mythe Snyder Cut, va bel et bien voir le jour sous le nom de Zack Snyder's Justice League, prévu pour le 18 mars 2021 sur HBO Max. Snyder se fera même plaisir en rajoutant 4 minutes inédites au film avec la présence de Jared Leto en Joker ou encore Joe Manganiello qui reprendra son rôle de Deathstroke. Et même Ben Affleck fera coucou pour quelques secondes supplémentaires. Il impose aussi son choix que le film soit au format IMAX dans l'espoir qu'un jour le film puisse être projeté en salle. Le format impose au spectateur d'avoir des bandes noires sur les côtés, de quoi avoir un cadre plus haut, idéal pour filmer des demi-dieux. Le film durera donc 4 heures, bref, ce sera son film et celui de personne d'autre. Donc finalement, c'est quoi Zack Snyder's Justice League ? Eh bien, c'est avant tout une victoire pour le créateur face au géant qu'est la Warner. Snyder a réussi à obtenir ce qu'aucun autre réalisateur ou presque n'a pu avoir, une liberté artistique totale. C'est aussi une bataille qui aura permis à Ray Fisher et tant d'autres de montrer du doigt les gros problèmes de ces grands studios hollywoodiens, des problèmes toujours d'ailleurs d'actualité. La Snyder Cut, c'est aussi la preuve que le public aime l'univers que Snyder avait commencé à élaborer. La preuve avec Batman et Superman qui aujourd'hui fait encore énormément parler de lui et que la plupart ont réhabilité grâce à la Director Cut du film. Et il ne faut pas oublier que finalement, tous les films récents de DC Comics, à part Joker, ont utilisé l'univers de Snyder comme base. Que ce soit Shazam, Birds of Prey ou le futur film The Flash qui sera toujours joué par Ezra Miller et qui permettra de revoir Ben Affleck en Batman. Aquaman 2, toujours avec Momoa, ou encore Wonder Woman évidemment incarné par Gal Gadot. Tous ces acteurs-là qui continuent à faire vivre cet univers sont des choix de Snyder. Mais la Snyder Cut, c'est aussi et surtout une grande communauté qui a permis, comme le dit si bien Deborah Snyder, de sauver des vies via des collectes de fonds qui continuent encore aujourd'hui. Mais finalement, que le film soit bon ou mauvais, c'est avant tout un hommage très personnel de Zack Snyder pour sa fille. C'est la fin d'une période, la fin d'une page, qu'il était temps pour le couple de tourner.